Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Sur le podcast d'aujourd'hui, on parle de comment trouver les bons points d'entrée afin d'investir. Donc avant de commencer, comme à l'habitude, on n'est pas des conseillers financiers, ok? Rien de ce qu'on divulgue, rien de ce qu'on mentionne ou de ce qu'on partage est en aucun cas en fait un conseil financier. Donc on vous invite, comme toujours, à faire vos propres recherches afin de tirer vos propres conclusions, puisque le marché de la crypto-monnaie, comme les autres marchés, c'est un marché volatile et très risqué, pouvant mener à de grandes pertes. Donc, alright, Samuel, aujourd'hui, on parle de trouver les bons points d'entrée pour investir. Donc, Yes. Ça sonne, dans nos oreilles, ça sonne énormément d'analyse technique. On n'a pas de graphique, donc on va parler verbalement. Hein, parler verbalement, ça se dit. Donc, on va y aller de façon verbale et afin d'éclairer le plus possible la tête des gens. Yes, super content d'être avec toi. Comme sur toujours, le podcast. comme toujours. Et puis, on va essayer de garder ça simple, hein, parce que c'est sûr que sans graphique, c'est plus complexe. C'est plus complexe. C'est beaucoup plus complexe. Mais la première chose à savoir, comme on a expliqué dans d'autres podcasts, c'est que le plus important, c'est l'analyse fondamentale. Donc, on doit premièrement commencer par analyser le projet. 70%. On s'entend qu'initialement, spot trading, ce qu'on fait le plus. Ouais, c'est 70% d'analyse fondamentale. On analyse le projet. Une fois que le projet est intéressant, on analyse le côté psychologique émotionnel qu'on a parlé dans d'autres podcasts. Et donc là, de là, on va pouvoir entrer dans l'analyse technique. L'analyse technique, le seul objectif, c'est de trouver le meilleur prix d'entrée. Normalement, quand on fait une analyse technique, on sait déjà, même si on serait sur du Forex, on sait déjà si on veut acheter ou si on veut vendre. Donc, contrairement à ce que la plupart des gens font une analyse technique pour savoir s'il faut acheter ou vendre ou peu importe quoi. Là, à cause qu'on a une bonne analyse fondamentale et psychologique sentimentale du marché, nous, on sait déjà, exemple, dans cette situation-là, on va dire qu'on veut acheter. Et donc là, ce qu'on va faire avec notre analyse technique, c'est vraiment utiliser quelques points, quelques façons pour trouver le meilleur prix d'entrée. La première chose à comprendre, c'est que le meilleur prix d'entrée, c'est où il y a le smart money. Smart money, on en a déjà parlé. Exactement, l'argent des institutions. Exactement. Principalement. Exactement. Donc, c'est où que ces acheteurs se trouvent. C'est une guerre. Hein? Souvent, on voit l'ours et le taureau qui se font la guerre. C'est littéralement ça. C'est une guerre entre les vendeurs et les acheteurs. C'est l'armée des vendeurs contre l'armée des acheteurs. Je vais me permettre de faire une petite parenthèse puisque... Quand que j'ai fait les formations masterclass plutôt en Forex avant d'entrer dans le domaine de la crypto, on parlait énormément de support et de résistance. Puis moi, j'ai bien aimé la façon que tu l'as approché. C'est que des supports et des résistances, techniquement, c'est là, mais tu avais dit que ça n'existait pas, que c'était des zones d'acheteurs et des zones de vendeurs. Et en fait, tes supports et tes résistances, c'est tout simplement des zones d'acheteurs et de vendeurs, tout simplement. Exactement. Puis c'est vraiment intéressant, puisque j'ai vraiment aimé comment tu as amené la façon de voir les choses entre l'armée qui se bat contre l'autre armée. Sur un graphique, c'est sûr que verbalement, c'est plus difficile à expliquer, mais sur un graphique, quand on est capable de vraiment bien voir tout ça, ça fait énormément de sens et ça rend la chose beaucoup plus facile à comprendre. Parce que je me rappelle que quand j'avais fait les formations masterclass plutôt en Forex, je plaçais toujours les zones, en fait, les supports et les résistances avant de placer les lignes de tendance, avant de placer un Fibonacci. Mais avec ta façon à toi, comme tu l'enseignes dans l'académie, c'est juste beaucoup plus simple. Puis c'est beaucoup plus facile à comprendre également pour placer directement tes supports, tes résistances. Mais en fait, tes zones de vendeurs et tes zones d'acheteurs, c'est complètement différent puis beaucoup plus facile à comprendre. Ouais. Premièrement, la plupart des supports et résistances, c'est ce qu'on va appeler du noise. C'est du bruit, c'est faux. C'est pas un vrai support, c'est pas une vraie résistance. Des vrais supports et résistances majeurs, donc des vraies zones d'achat et de vente majeures, où on retrouve
le quartier général des acheteurs et le quartier général des vendeurs, si on utilise les termes par rapport aux militaires. Mais ce qui s'en vient, ce qui arrive ensuite, c'est que beaucoup de gens se font attraper dans ces supports résistance qui ne sont pas vraiment des zones. Déjà, si on regarderait en utilisant le Forex, par exemple, si la Banque centrale d'Europe décide qu'ils vont injecter, en gros imprimer, mais bon, injecter, je sais pas moi, 10 milliards d'euros. Mais ton support ou ta résistance, là, elle n'existe plus. Alors, ce qu'il faut vraiment trouver, c'est premièrement le côté fondamental qui va nous montrer ça, mais c'est vraiment, prenons deux armées. Exemple, j'ai l'armée ici et j'ai l'armée ici. Ça, c'est mes deux bases. C'est mes deux quartiers généraux. Le truc, c'est qu'il y a les vendeurs et il y a les acheteurs. La meilleure façon de trouver, c'est avec un Fibonacci. 99% de la planète, c'est un Fibonacci. Même ceux qui pensent qu'ils savent, la plupart ne le savent pas. C'est juste, soit les gens placent les Fibonacci tout croche, et pour ceux qui comprennent qu'un Fibonacci se place sur le mouvement impulsif, mais ils chassent les mouvements impulsifs, ce qui se passe, c'est qu'ils sont juste en train de chasser tout le temps. Marché, ils chassent juste le marché, tout simplement. Suivre. Et tant que le marché va dans la bonne direction, ça marche. Mais dès qu'il se retourne, c'est fini. Alors, les gens ne sont pas capables de mettre des Fibonacci impulsifs confirmés. Confirmés dans une vraie zone d'acheteurs, dans un quartier général d'acheteurs et dans un quartier général de vendeurs. Et c'est pour ça que tout le monde se fait massacrer. Et moi, personnellement, des supports et résistances, j'en utilise quasiment pas, même voire la plupart du temps, j'en utilise pas. C'est très, très rare que j'en mets un parce que j'ai pas besoin, parce que tout ce qui m'intéresse, c'est de trouver mes zones d'acheteurs et de vendeurs. Pourquoi? C'est les zones, comme on a dit, d'accumulation et de distribution. Ma seule chose qui m'intéresse, c'est me regarder, c'est où que smart money, donc les institutions et tout ça, vont acheter et c'est où qu'ils vont vendre, c'est où qu'ils vont distribuer. C'est tout ce qui m'intéresse. Tout le reste, je m'en fous. Alors, on prend notre analyse, quartier général, et le but d'une guerre, c'est quoi? C'est de gagner du terrain. Ça a toujours été ça. Le but d'une guerre, tu mets deux armées, on retourne dans le Moyen-Âge, peu importe. Plus tu gagnes du territoire, plus tu es en train d'avancer, tu es en train de conquérir, tu es en train de gagner. Alors, le but des acheteurs, par exemple, on va prendre les acheteurs qui sont là et les vendeurs. Les acheteurs vont partir de leur base avec, disons, 100 soldats. Ils vont venir tester la zone en haut. Et si la zone de vendeurs est plus forte, ils vont les repousser. Ce qui fait en sorte que ça redescend. On va l'expliquer quand même verbalement puisque c'est pas nécessairement tout le monde qui regarde tes mains sur la vidéo. Puis juste rajouter un petit point, on s'entend que c'est un podcast qui est un petit peu plus complexe à comprendre. Donc si vous avez de la difficulté à comprendre tout ça, vous pouvez toujours communiquer avec nous. Exact. Et donc voilà. Alors ce qui va se passer, c'est que lorsqu'ils se font repousser, il y a deux choix. Soit ils ont tué plus de soldats, ce qui est bon, on va appeler ça des soldats. Et plus le marché teste une zone de façon répétitive, plus les soldats meurent. Donc si, exemple, ils sont juste sur la défensive, puis on n'arrête pas d'attaquer, ben, il y a des chances que ils se font tuer. Donc il y a de moins en moins de soldats. Et éventuellement, la résistance va se faire percer. Ça finit par se faire percer. Là, il faut faire attention parce que ça peut être l'inverse aussi. Ils sont beaucoup trop forts et donc nous, on se fait tuer, on se fait repousser. Et qu'est-ce que tu réalises? C'est que là, eux sont trop forts et là, c'est eux que quand ils contre-attaquent, ils passent à travers le quartier général. Qui est le support. Dit verbalement, exactement. Donc, juste pour expliquer rapidement aussi, un support, c'est une zone sur un graphique. Le support, c'est la zone de soutien qui est en bas, exact. Puis la résistance, c'est la zone du haut. Donc, dans l'exemple que tu proposes actuellement, le support, ce sont une zone d'achat, exact. Puis la résistance est une zone de vente. Donc, la zone d'achat, c'est là où Smart Money est, et la zone de vente, c'est là où Smart Money sort. Et dans le fond, c'est ça, support et résistance aussi, si vous voulez, c'est comme imaginons, on prend un plancher, un plafond, on lance une balle. Dans le fond, la balle va rebondir entre ces deux étages-là. Donc, c'est comme notre plancher et notre plafond. C'est un peu le même principe. Exact. Voilà. Et donc, beaucoup de gens se concentrent sur des supports résistance, sur
les patterns. Ah, j'ai vu un double top, un double bottom. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça, c'est pour ceux qui connaissent déjà un peu le langage, qui sont familiers avec le langage. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que la seule vraie chose, c'est où que l'argent institutionnel rentre, c'est où que l'argent institutionnel sort. Parce que, comme on a dit dans d'autres podcasts, 99% d'argent est contrôlé par 1% de la population. C'est où que ce 1% accumule et achète, c'est où que ce 1% distribue et donc vende. Honnêtement, c'est la seule chose qui nous intéresse. Si on est sûr de ces zones-là, ou quasiment sûr, le reste, c'est du surplus. Exact. C'est sûr qu'il n'y a jamais d'assurance à 100% ou de garantie ou quoi que ce soit, mais ça reste que sur une analyse, on s'entend que si on regarde l'histoire précédente, l'histoire quand même se répète. Donc, c'est aussi une stratégie qui fonctionne au lieu de mettre tes supports, tes résistances, d'aller mettre tes trendlines qui sont tes lignes de tendance en français, puis ensuite aller mettre ton Fibonacci comme j'avais appris dans le passé. Ce qui est une technique, je crois, qui est honnêtement le plus enseignée. Ouais. Mais là, toi, tu arrives avec une technique, une stratégie différente d'analyse où ce que tu places ton Fibonacci initialement pour aller chercher des zones spécifiques pour ensuite aller chercher les zones. Honnêtement, ça fait un énorme changement. Puis tu peux utiliser encore cette technique-là aussi, parce que là, on parle énormément de spot trading, mais tu peux utiliser cette technique d'analyse ou cette stratégie d'analyse technique. Même si on fait avec de l'effet de levier. Oui, du court terme, même sur des stocks, même sur du forex, des commodités, c'est le même principe. C'est toujours, comme on l'a dit, les acheteurs contre les vendeurs. Et si quelqu'un achète, quelqu'un vend, c'est une équation nulle. Alors, tout ce qu'on a besoin de trouver, c'est où est notre base d'acheteurs, où est notre base de vendeurs. De là, tout le reste qu'on peut faire, c'est pour confirmer encore plus ces zones-là. Mais le plus important, c'est d'être capable de trouver ces zones-là. Une fois qu'on sait qu'on est dans un projet intéressant, qu'on est psychologiquement et sentimentalement dans un bon moment, ça veut dire qu'on n'est pas encore dans l'euphorie et tout ça. Tout est parfait. Tout ce qui nous reste à trouver, c'est la meilleure zone d'entrée, le meilleur prix possible. Et ça, c'est seulement basé sur où est-ce que le smart money est. Exact. Souvent, on voit des graphiques, on voit énormément de choses circuler sur les réseaux sociaux, puis ce qui fait en sorte que les gens croient que tu peux... devenir millionnaire du jour au lendemain. Hein? On voit souvent les commentaires To the Moon puis When Lambo. Ouais. Mais quand on fait une analyse, on voit aussi comme en fait le point c'était on voit souvent sur les réseaux sociaux des gens on voit que c'est écrit sur le graphique M1, M5, D1 ou des choses comme ça. Donc juste pour expliquer que c'est seulement au niveau du graphique en time frame comment qu'on va venir analyser, parce qu'on peut analyser à la semaine, à la journée, ce qui veut dire que chaque chandelle vaut soit une semaine, une journée, 4 heures, 1 heure, 30 minutes, 5 minutes, 1 minute. Exactement. Donc, et ainsi de suite. Là. Ce qui permet aux gens de rester plus ou moins longtemps dans un placement, dans un investissement, dépendant s'ils sont sur 1 minute, 5 heures, 4 heures plutôt, une journée. Mais habituellement, c'est très intéressant de prendre la grande image. Donc, on regarde le weekly, le daily, comme ça, on voit vraiment qu'est-ce qui se passe en général. Et ensuite, on va plus en détail pour confirmer. Tu sais, c'est comme si je te demande c'est quoi ça, puis je te le colle dans le visage. Mais t'as beau voir le petit détail ici que ça a tombé par terre et puis qu'elle est un peu abîmée, mais t'as aucune idée qu'est-ce qui est abîmé parce que c'est trop proche de tes yeux. Alors, il faut le regarder de loin pour comprendre qu'est-ce qu'on regarde en général. Exact. Et là, ensuite, on peut aller regarder les petits détails. Mais c'est surtout qu'en regardant, par exemple, si on commence sur soit à la semaine du weekly ou du daily qui est à la journée, ça nous permet, comme tu dis, d'avoir un meilleur aperçu sur la grande image qui est la tendance, on va dire, générale, qui est globale, pour ensuite aller chercher plus les tendances qui sont plus petites, voire intraday si on fait de l'analyse à coup de 5 minutes ou des choses comme ça. Mais disons que pour ce qui est du spot trading, normalement, qui est la stratégie de hold, de holder, d'acheter de la crypto-monnaie, de la détenir et d'attendre, on va se concentrer plus sur des time frames qui sont plus grands que du 5 minutes. On s'entend, c'est weekly, daily, 4 heures. 4 heures,
tu cherches le point précis d'entrée, là. Ouais, t'aimes ça pousser. Exact. Ouais. Mais ça va être du weekly, daily en général, ouais. Génial. Puis, tantôt, tu parlais que au niveau du Fibonacci, là, c'est sûr qu'on va aller dans un petit peu plus technique sans trop approfondir. Mais quand on place un Fibonacci, c'est ce qu'on veut aller chercher, c'est un mouvement impulsif avec confirmation. Exact. Donc, on s'entend que pour avoir une confirmation, je vais te laisser le dire. Exact. Mais pour avoir une confirmation, c'est qu'il faut vraiment qu'on ait nos points d'acheteur. Alors là, le truc, c'est que les gens souvent vont juste chasser le marché. Mais ce qu'il faut faire, c'est retourner dans le passé. Il faut retourner dans le passé et être capable de retourner dans le passé, d'analyser pour comprendre, OK, mon dernier quartier général était là, maintenant il est là, maintenant il est là, maintenant il est là, maintenant il est là. Et c'est comme ça qu'on va être capable vraiment d'aller confirmer des zones. C'est sûr que là, comme ça expliqué, même si vous avez de l'expérience sans graphique, c'est extrêmement difficile, mais c'est pour ça qu'on est 100% rejoignable et qu'il faut s'éduquer de la bonne façon pour comprendre comment le faire. Parce que sinon, on se ramasse à faire la même chose qu'on trouve sur YouTube University. Et la vérité, c'est que 98% des gens dans les marchés, ils perdent. Pourquoi? Parce qu'ils font tous la même chose. Donc voilà. Voilà. Puis, normalement, sur un Fibonacci, on parle de zones, on va dire en pourcentage. Ouais. Puis, une des choses qui revient souvent sur les lives que tu fais à chaque semaine, c'est le point d'or. Ouais, le Golden Ratio. Le Golden Ratio qui, dépendamment du temps que vous écoutez ce podcast, mais qui depuis, au moment où on l'enregistre, depuis les dernières semaines, on en parle énormément, le point d'or. Ouais, le point d'or, le Golden Ratio, c'est très simple. C'est, on le retrouve à différents endroits. Pourquoi on appelle le Golden Ratio? C'est parce que c'est un ratio qui, à la base, a été trouvé sur l'or. C'est un ratio qui est extrêmement respecté présentement sur Bitcoin. Et c'est un ratio où vraiment, lorsqu'on dépasse ce Golden Ratio-là, ce nombre-là, ce prix-là, un ratio qu'on trouve grâce au cycle de 2013, au cycle de 2017 et qu'on va trouver grâce au cycle de 2021 pour le prochain en 2025 normalement. Et ce qui se passe, c'est que le Golden Ratio, c'est tout simplement une zone où on n'a encore jamais vu le prix du Bitcoin retourner en dessous de ça. Donc, c'est une zone où il y a énormément de pression d'acheteurs et où en 2013, 2017 et présentement, on n'a jamais vu le prix retourner en dessous du Golden Ratio. Donc ça, c'est un point très important sur le Bitcoin présentement. On ne va pas retrouver le Golden Ratio, exemple sur Ethereum et tout ça, c'est vraiment sur Bitcoin. Sauf que Bitcoin étant notre indicateur principal, bien c'est important de comprendre où se trouve le Golden Ratio et aussi où se trouvent nos pourcentages d'achat. Par exemple, dans certaines situations, on va retrouver une grosse zone d'achat de notre Fibonacci et en plus un Golden Ratio. Bon, lorsqu'on a un Golden Ratio et une grosse zone d'achat sur notre Fibonacci qui sont les deux environ dans la même zone, ça d'habitude, c'est quelque chose où on va avoir énormément d'argent et on va voir le marché faire quoi? Faire comme ça, hein, accumuler, bouger, presque pas bouger, juste se déplacer sur le côté pendant des semaines, voire des mois. Prenons qu'une accumulation, c'est comme si on prenait une boîte, une plus petite boîte, et que dans cette boîte, ça montait et ça redescendait. Ça montait et ça redescendait. Ça bouge dans une boîte sans que la boîte soit percée. Mais on peut comprendre que le moment où la boîte commence à être percée est confirmée. Donc, une confirmation, si on revient tester le dessus de la boîte et on remonte, on le sait qu'on est dans une tendance haussière. Voilà, et en fait, c'est ça. Ces boîtes-là, c'est vraiment on va les appeler boîtes d'accumulation où les institutions accumulent. Money. Comment ça fonctionne? C'est simple, c'est qu'une institution ne peut pas venir et mettre 2 milliards de dollars d'un coup. Premièrement, il n'y aura sûrement pas assez parce que offre et demande, il n'y aura sûrement pas assez pour qu'elle achète tout. Et deuxièmement, même s'il y avait assez, ça ferait un gros pompe dans le marché, chose qu'ils ne veulent pas. Alors, on ne va pas se le cacher, c'est très simple ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des robots qui achètent une petite quantité à toutes les minutes. Par exemple, Tesla, quand ils ont acheté 1,5 milliard de Bitcoin, ce qu'ils faisaient, c'est qu'à toutes les minutes, ils achetaient 10 000 dollars de Bitcoin. Et ils ont fait ça, je pense, pendant, si vous calculez, faites 1,5 milliard divisé par le 10 000 dollars, vous allez voir pendant combien de temps ils l'ont fait. Mais ils faisaient ça à toutes les minutes. Je pense que c'était pendant 1 mois et demi environ. Ils ont acheté à toutes les minutes. Le robot achetait 10 000 dollars, 10 000 dollars, 10 000 dollars. Pourquoi? Parce que il ne peut pas acheter 1,5 milliard d'un coup. Il n'y en a pas assez sur le marché. Et il ne veut pas non plus pour pas que ça crée un pompe.
Comme ça, ils accumulent. De toute façon, on sait que quand ça crée un pump, qu'est-ce qui suit après? Un dump. Ouais, puis les gens rentrent, puis là, ça dompe. Puis c'est pas nécessairement le moment où ils veulent que les gens rentrent, puis que ça dompe. Donc, c'est comme ça qu'ils vont accumuler en morceaux avec des robots qui peuvent être là, acheter des 10 000, 20 000, 30 000 à toutes les minutes, à tous les 10 minutes, pendant des jours, des semaines, des mois. Ouais. Yes. Donc, un petit dernier point, parlons de zone de confluence. Zone de confluence. Les zones de confluence, c'est assez simple. Les zones de confluence, c'est qu'une fois qu'on a trouvé notre point d'entrée majeur, donc notre quartier général de vente ou d'achat, lorsqu'on a cette zone-là qui est confirmée, on va pouvoir utiliser différents outils, différents indicateurs comme des moving average ou des EMA, Exponential Moving Average. On va pouvoir utiliser nos tendances. Et quand on voit ces tendances-là et ces différents indicateurs venir dans un point commun, se croiser dans notre zone d'achat, ça nous montre qu'il y a sûrement une forte pression dans cette zone-là. Donc, disons que ma zone, c'est un carré. Et dans mon carré, je vais avoir un cercle. Et c'est comme, OK, regardez, ça, c'est notre territoire. Exemple, ça, c'est la frontière. Ça, c'est la frontière. Mais à ce point-là, c'est là où les autos passent. Par exemple, si on prend la frontière entre le Canada et les États-Unis, on va avoir toute la frontière avec les patrouilleurs dispersés. Mais l'endroit où les gens passent, mais là, il y a plus de douane, plus de police. Bon, ben ça serait un peu la même chose. Donc, on va avoir comme notre grande frontière, notre grande zone. Et à cet endroit précis, il y a plus de chances que c'est par là vraiment que ça reparte. Alors ça peut être un point tournant pour confirmer un achat, une vente ou le bris d'un achat ou le bris d'une vente. On s'entend que ça reste toujours spéculatif. C'est toujours spéculatif, voilà. Et voilà. Donc, ça va juste servir à confirmer encore plus notre achat dans un point précis ou notre vente dans un point précis. Et voilà, je crois que ça conclut assez le podcast d'aujourd'hui. On s'entend que c'est quand même des termes super techniques, donc on est conscient que beaucoup d'entre vous peuvent être perdus et confus, mais encore une fois, n'hésitez pas à nous écrire pour pouvoir en savoir un petit peu plus, puis qu'on puisse vous aider. On est toujours ouvert à discuter, puis à vous écouter. Puis sinon, vous avez accès à des outils gratuits qu'on vous fournit. Yes. Donc, on se dit au prochain podcast. Absolument.